Donc, Max Morin, notre collègue, mais surtout un ami, parce que Max, ça fait longtemps que tu es à RDS, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a commencé ensemble là, dans la salle de rédaction pour le bulletin Sport 30. Mais aujourd'hui, tu travailles surtout pour une des émissions phares, le RDS, on ne se le cachera pas, c'est Ouais. Hockey 360. Tu es le cerveau derrière tout ça, tu es le producteur derrière Hockey 360. Parle-nous un peu là, de ton implication, de tes tâches, de ton rôle derrière cette émission-là. Oui, bien dans le fond, comme producteur, je sais que vous avez eu quelques-uns de nos collègues avant aussi pour en discuter, mais le producteur, c'est lui Ouais. qui est un peu le chef d'orchestre, si on veut, de toute l'espèce de musique, le spectacle qu'on donne. Dans un orchestre, tu as des joueurs de trompette, tu as des joueurs de tambour, tu as des chanteurs. Ben, tu as le chef d'orchestre qui est un peu le dirigeant de tout ça, qui fait un peu le travail Mhm. dans l'ombre, parce que comme le chef d'orchestre, il fait dos au public aussi. Ouais. Mais Ouais. c'est un peu, dans le fond, c'est Bonne de tout image, j'aime ça. trouver de trouver un peu les meilleurs éléments, puis de faire chanter, de les faire jouer en même temps pour que le résultat soit le meilleur résultat possible pour tout le monde. Fait que c'est un travail qui est un peu dans l'ombre. Je sais que vous avez parlé avec nos collègues qui travaillent dans l'ombre de la télévision aussi. Mhm. Puis Mhm. c'est tellement des travails, des tâches importantes qu'il faut apporter pour la télévision. Puis que c'est un gros travail d'équipe. Puis c'est un peu mon rôle un peu de gérer ce gros travail d'équipe derrière ça. Mais ça reste que même si j'ai un rôle de dirigeant, si on peut, entre guillemets, mais c'est surtout un travail d'équipe, c'est en travaillant Ouais. ensemble que ça va super bien. Là. Tu sais, Max, un des points qui nous intéressait quand on pensait à t'inviter, c'est ton âge. Tu as 31 ans. Ça fait déjà quelques années que tu es à la tête de Hockey 360. Nous autres, on avait le terme patron, mais j'aime beaucoup le terme chef d'orchestre que tu utilises. Ouais, Quand dans vraiment. la vingtaine, tu deviens le chef d'orchestre de journalistes comme Marc Labrec, François Gagnon, tu sais, c'est du monde qui ont pratiquement le double de ton âge, puis c'est du monde que tu voyais à la TV ou dans les journaux quand tu mangeais tes Rice Krispies avant d'aller à l'école secondaire. Oui, C'est monsieur. comment tu as eu à dealer avec ça, surtout au début, de devenir le patron, là? Je sais que tu dis pas à François Gagnon: «Fais Non, non, non. attention à ci» ou mais comment tu as eu à gérer tout ça au début? Intimidant peut-être un peu? C'est un peu intimidant, oui, mais moi, une des grandes qualités que j'ai, puis que je l'ai découvert surtout en travaillant avec Hockey 360, c'est la diplomatie. Les OK. gens qui travaillent OK. qui sont des animateurs, qui sont des journalistes, qui sont des analystes, c'est des gens qui ont une grande carrière. Puis des fois, c'est sûr que c'est Ouais. difficile à gérer ces gens-là parce que tu as peur des fois de dire ton avis en disant, ben, c'est sûr que lui, il va me dire qu'il a commencé sa carrière avant que je sois né. Ça, c'est déjà arrivé, puis Ouais. c'est correct, puis on en rit. Mais c'est juste de démontrer que tu peux être autant, que ton opinion vaut autant que la leur aussi là-dedans. Puis tu arrives avec des arguments de Ouais. Mhm. qualité, mais surtout, c'est dans l'approche. Ça, c'est une des OK. grandes Ouais. qualités que j'ai, puis que je dis bien humblement, là, mais ce qui m'a permis de grandir à RDS, c'est vraiment la façon non seulement de le penser, mais de l'approcher, puis d'en discuter OK. avec les gens. Quand tu arrives avec un ton posé, avec des idées claires, puis des arguments qui sont précis, puis tu n'es pas en train de japper d'un bord puis de l'autre, c'est Ouais. facile de faire Ouais. passer ton message. Ben, passer un message, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est facile de donner des indications claires, puis de donner un point de vue que tu veux faire exploiter à une personne. Parce que des fois, tu peux dire, ben, Dan, Yann, on aimerait ça qu'on parle de tel sujet. Puis là, ben, la personne, ah, ben, Mhm. ça m'intéresse pas. Mais attends un peu, je vais te dire, dans mon approche, je vais te dire comment l'aborder, puis je vais te dire comment aussi, de telle façon qu'on peut le twister, me donner un coup de main. Et le chef d'orchestre, on en parlait tantôt, mais Ouais. c'est pas parce que je suis chef d'orchestre que j'ai jamais joué de musique non plus. Fait que, je peux t'apprendre, Ouais. puis on va être là pour t'aider dans tes recherches, pour t'aider dans tes recherches visuelles, dans des recherches de statistiques, peu importe. Mais j'aimerais ça qu'aujourd'hui, Yannick Plante ou Dan Richard me parlent de Carey Price. OK, mais là, tout le monde a parlé de Carey Price. Ça ne me donne pas d'en parler parce que tout le monde en a parlé. Mais c'est pas de même ça fonctionne. C'est attends un peu. On a un sujet super pertinent à te montrer sur Ouais. Carey Price. Puis avec Hockey 360, ce que j'aime, moi, surtout, c'est qu'on peut aller au-delà de la nouvelle de base qu'on peut faire, Ouais. exemple, à Sport Tu avais 30 le ou temps. dans une Ouais. émission plus généraliste. Mais attends un peu, là, Carey Price, là, récemment, exemple qu'on a fait avec Marc Denis, on a exploité beaucoup les statistiques avancées avec nos collègues de Sports Logic qui nous apporte Mhm. des choses là, que tu fais. Je lisais pas ça dans le journal il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Fait avant même d'aborder un sujet puis de dire d'être vraiment froid par rapport à un sujet, ben, c'est de le faire puis de Mhm. l'aborder de vraiment. Il y a une grosse partie du travail qui est dans l'approche puis dans la diplomatie. Puis c'est pas ça, t'apprends pas ça nécessairement à l'école tout le temps. Ouais. Ça vient avec la personne que t'es un peu. Puis je touche du bois que ça m'a sauté d'en face puis que j'ai peut-être sauté là-dedans quand j'étais jeune, mais
ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à grandir là-dedans. Puis que ce soit, tu as mentionné les noms de Marc Labrec avec qui je travaille depuis 6-7 ans, François Gagnon, c'est des gens qui ont beaucoup de métiers dans le corps, c'est des gens super sympathiques avec qui travailler. Puis que même si j'ai commencé bien après leur carrière, c'est une façon pour moi qu'on grandit les deux, un à côté de l'autre, puis qu'on peut autant s'aider l'un et l'autre avec leur expérience. Mon petit niveau de jeunesse, des fois que je suis rendu à un point que ça ne me dérange pas des fois de les challenger pour que ce soit aussi avec Luc Gilna, avec Chantal Maccabé, avec tous les grands qu'on connaît. Ben, c'est un peu ma mission aussi de le faire, ben, de sortir un peu de leurs pantoufles aussi, parce que c'est facile après autant d'années d'être je fais de la TV depuis 30 ans, fait que c'est facile de continuer là-dessus, puis que, ben, regarde, après 6-7 ans, ça me dérange pas je veux pas dire le mot challenger, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est de ne pas prendre pour acquis que, regarde, on peut se réinventer un petit peu, on se dit pas de se réinventer au complet. Ben c'est ça. Tu sais, la tapisserie de la chambre de bain, ben on peut la changer. Je ne changerai pas la maison au complet, mais je peux changer ta tapisserie et ton tapis de douche. C'est pas grave. C'est pas mal ça mais Max, c'est super intéressant de la façon dont tu parles. Tu parles vraiment de l'approche. Mais moi, j'aimerais ça savoir aussi, tu sais, bon, OK, on va aborder Marc Labrec, Marc Denis, on va parler de Carey Price d'une façon différente aujourd'hui dans le show. Mais là, tu parles de l'approche. Tu travailles avec des sommités, des Marc Labrec, des Marc Denis, des Chantal Maccabé, des Pierre Lebrun, des Pierre Houde. Puis ça se peut aussi que pendant l'émission, ça n'ait pas nécessairement super bien. Ça se peut qu'il y ait un bloc, ça a chié, ça n'a pas bien été. L'intervention n'était pas à ton goût. C'était pas comme tu l'avais envisagé. Est-ce que tu dois aussi apporter des correctifs après l'émission? Puis comment tu abordes un Pierre Houde pour lui dire écoute, ce bloc-là, c'était pas vraiment à mon goût, je le voyais plus comme ça. Prochaine fois, peut-être qu'on pourrait peut-être l'utiliser, l'aborder de cette façon-là? Est-ce que ça t'arrive d'apporter des correctifs? Mais un des plaisirs de faire Hockey 360, c'est que c'est en direct. Fait que même si ça me tente, même s'il y a des choses qui vont pas nécessairement comme on veut, c'est les joies du direct. C'est à la fois les joies et les peines du direct. Des fois, il y a des choses que ça marche pas. Ben, surtout récemment, depuis le début de la pandémie, on fait des interventions en direct. Puis des fois, ben, avec les joies du Wi-Fi, puis ça arrive que ça gèle en ondes. Ben, qu'est-ce que tu veux? On passe un autre appel, puis on va à la pause, puis on vient. C'est sûr que c'était pas top-notch, surtout quand tu as passé ta journée à faire des recherches de visuels, de statistiques pour ce segment-là. Mais pour aborder les gens en tant que tels, il y a un suivi qui se fait, mais pas nécessairement. Tu sais, des fois, c'est tellement minime comme pas dire, je ne veux pas dire le mot erreur, mais des fois, la personne va s'en rendre compte aussi. Mais on s'assure, par exemple, dans le meeting, on fait un meeting, mettons, en début de journée, puis un meeting après ça, 1 heure avant le début de l'émission. On s'assure que les angles qu'on veut exploiter soit ceux qu'on veut. Parce qu'il ne faut pas oublier que Hockey 360, c'est 90 minutes après le 5-7. Fait que savoir que Carey Price est le gardien partant ce soir, là, ça fait 1h30 qu'on le sait. À 4h, avec Ben Baudouin, on le su aussi. On l'a su à midi, on l'a su sur notre téléphone aussi. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'à 6h30, les gens vont se brancher pour Hockey 360? Puis que ça va leur tenter de dire « Ah ben, crime, je vais les écouter, puis peut-être qu'ils vont de quoi d'encore plus. » Tu sais, c'est du gravy. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont être attirés vers nous? Ben, c'est avec ces éléments-là. Fait que c'est pour ça que dans les meetings, c'est important d'être vraiment précis. Puis des fois, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde de discuter d'un angle vraiment précis. Mais des fois, c'est juste de le mettre en contexte avec une statistique, mettons une statistique avancée que Carey Price lorsqu'il goal des 2 matchs en 2 soirs, sa statistique de pourcentage d'efficacité est de tel, ou quand il affronte tel joueur, c'est tel. Puis là, les gens vont dire, c'est sûr que les statistiques, tu peux leur faire dire ce que tu veux, mais c'est toujours le fun, c'est tape à l'œil pour les amateurs de sport. Puis on se dit, ceux qui écoutent Hockey 360, des genres de petites choses qu'ils recherchent nécessairement. Fait que des fois, c'est juste de mettre une statistique en contexte. Puis après ça, ben, je peux te poser la question. Ben exactement. Donc, on prend l'exemple, Carey Price a une efficacité de 860 lorsqu'il est gardien partant 2 matchs en 2 soirs à l'étranger. Voyez les statistiques à l'écran. Daniel, qu'est-ce que tu penses ça va être ce soir sa réponse face à l'attaque du Lightning? Mais tu sais, ça peut être ça aussi, juste de mettre la statistique en contexte, puis après ça, tu fais une passe à ton analyste pour que lui, il l'analyse de la façon qu'il veut. Mais au moins, tu as donné l'information aux gens, puis si la personne veut s'en servir, ben après ça, ben elle s'en sert. Et si elle ne s'en sert pas, au moins, tu as fait
tu as le sentiment du devoir accompli, d'avoir donné la statistique, puis qu'après ça, ben, l'analyste, ça, c'est une autre affaire aussi, c'est pas du journalisme. L'analyste, il faut que tu respectes son opinion. Absolument. Si lui, Exact. il dit que Carey Les Price, c'est qualifications. le goaler de l'humanité, ben c'est son problème. C'est sûr que je ne vais pas nécessairement l'encourager, puis je ne vais pas l'endosser parce que tu as une part de responsabilité aussi là-dedans. Mais Ouais. combien de fois que Don Cherry, peu importe ce qu'il disait, ben, les gens qui étaient derrière lui, ça, c'est vraiment l'extrême de l'extrême, mais les Ouais. gens écoutaient Hockey Night in Canada pour écouter l'opinion de Don Cherry. Je n'encourage pas ce qu'il dit pour ce qui est mené à sa suite de sortir des écrans, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une partie que tu peux contrôler, puis tu as une partie que tu peux plus contrôler, puis que c'est l'analyste et sa réputation qui sont en jeu. Là. Fait que c'est la même chose pour les talents qu'on gère d'autres aussi. Là. Tu sais, Max, tu as abordé un petit peu en début de question, puis je te laisse la liberté ou non de dire des noms. Est-ce que tu as senti, peut-être particulièrement au début, qu'en tant que jeune chef d'orchestre, tu étais challengé par des vétérans journalistes dans le sens, c'est pas que tu n'as pas de crédibilité ou pas que tu n'es pas pertinent, mais regarde le jeune, ça fait 35 ans que je suis journaliste. OK, je vais écouter ton point de vue, mais je ne suis pas sûr. As-tu senti ça un petit peu au début, puis ça s'est dissipé par la suite? Ou pas vraiment? Ben, surtout au début, quand. J'ai pas de nom en tête, by the way, là. C'est vraiment un sentiment général. C'est Général, ouais. surtout au début, mettons, avec quand j'ai commencé, parce qu'avant Hockey 360, j'étais producteur pour Sport 30. Puis pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Puis c'est surtout là que tu commences à Hockey 360, ce qui est le fun, c'est que c'est la même équipe jour après jour. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et qu'on connaît nos forces, nos faiblesses. On sait qu'une personne, telle journée, ben pas de bonne humeur parce que tu sais que la semaine passée, c'est passé quoi dans sa famille. Fait que, de ce côté-là, c'est quand même plus facile à gérer. Ouais. Le côté Sport 30, c'est qu'il y a tellement un gros roulement dans la salle des nouvelles que des fois, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans la vie de tous et chacun. Puis c'est normal aussi. Mais c'est surtout qu'avec comment que j'étais plus jeune. Oui, exactement. Mais c'est surtout le fait que d'imposer un certain respect, il faut que tu aies un respect mutuel aussi avec l'autre personne. Puis ça, c'était très dur à faire au début. Je parlais avec notre ancien patron, Guy Bertrand, qui était notre producteur, chef de pupitre un peu de la salle des nouvelles dans ce temps-là. Ouais. C'est lui qui était là quand je suis devenu producteur. Puis il m'avait dit, fais juste faire attention pour bien... il faut que tu casses la glace, mais fais juste attention pour ne pas te noyer. Là. Fais attention pour pas. Faut que tu imposes ton respect. Tu montres que c'est toi qui est le chef de la salle des nouvelles à ce moment-là, mais il faut que tu le fasses avec attention parce que sinon, c'est facile pour quiconque de pouvoir te défier puis de dire hey, le jeune, comme tu dis, ça fait. T'es encore aux couches quand j'ai commencé, fait que tu me diras pas quoi faire aujourd'hui. Puis ça dépend. C'est pareil pour les rédacteurs de la salle des nouvelles, mais c'est pareil pour les techniciens, c'est pareil pour toute l'équipe qui est derrière les salles de nouvelles. Fait que des fois, ça arrivait que, vous savez, là, vous terminez aussi les Sports 30 en fin de soirée, qu'il arrive une nouvelle à minuit et demi, il faut que tu sois capable de juger si la nouvelle est assez importante pour savoir si elle mérite d'être dans le bulletin de nouvelles. Là, tu as une portion qui te dit ouais, là, le bulletin de nouvelles est quasiment complété. Est-ce que les gens demain qui vont se réveiller, ça va-tu mal paraître si le fait que cette nouvelle-là n'est pas dans le bulletin Sport 30? Parce que l'autre affaire aussi, quand tu es rendu producteur, c'est que les boss au-dessus de toi, s'il y a quelque chose qui ne fit pas dans le bulletin de nouvelles, c'est toi qui viens de voir. C'est pas le rédacteur qui a écrit son texte. C'est ça. Fait qu'il va dire hey, mais Maxime, pourquoi que telle nouvelle d'un joueur décédé, jugé que la personne qui était décédée n'était pas assez importante. Ah, mais c'est parce que cette personne-là joue pour les Canadiens, elle joue pour telle affaire. Là, c'est un exemple que je démontre, c'est pas jamais arrivé. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut que tu sois quand même assez alerte pour pas d'échapper une de un. Puis de deux, c'est de savoir si c'était la nouvelle qui arrive. Puis que là, tu dis à un vétéran de la salle de nouvelles, hey, il semble que je sais que tu étais sur le bord de partir, là, peux-tu aller me chercher les archives de tel joueur, il vient de se blesser, puis c'est important de le mettre dans le bulletin de nouvelles. C'est encore là, c'est un gros travail d'approche. C'est de savoir d'arriver avec tes arguments. C'est pas juste dire, fais-moi une nouvelle sur telle personne, c'est fais-moi une nouvelle sur telle personne parce que je juge que c'est important, parce que tel élément, puis ce serait important que ces éléments-là soient dans la nouvelle aussi. Fait que c'est encore, tout est dans l'approche, puis après ça, ça va quand même bien. Moi, Max, quand je pense à Hockey 360, je pense surtout à émissions spéciales, transactions, joueurs autonomes. Tu sais, ça doit être des grosses journées pour toi, ça doit être de la grosse préparation. Est-ce que c'est pas mal les journées les plus chargées, les plus importantes pour toi et ton équipe pendant l'année?
Oui, mais dans le fond, les deux grosses journées principales qu'on a, c'est les joueurs, la date limite des transactions qui étaient, ben là, cette année, c'était un peu, Ouais. c'était quoi, fin Ouais, février, ça a début changé mars cette à peu année, là, on près. s'entend, là. Ouais. Mais surtout quand c'était surtout les lundis matins, là, que là, tu arrives à la station à 6 h du matin. Ben, en fait, tu es en onde à 6 h du matin, tu arrives à 4 h, 4 h 30, Ouais, là, tu c'est ça. espères que tu pas trop de monde d'arriver qui te reste un peu de muffin puis de bagel en haut avec du café ben en Ouais, masse. j'espère qu'il y a du café, en tout cas. Assurément. Puis c'est des grosses journées parce que c'est surtout le travail qui se fait dans les journées qui précèdent que faut que tu prévois qu'il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est vraiment le gros défi, c'est faut que tu prépares des segments comme s'il ne se passait rien parce qu'on sait que Ah ouais. le matin, quand on t'en à 6 h du matin là, jusqu'à C'est 8, 9, tranquille. même 10 heures, des fois, c'est vraiment tranquille, T'as juste du avec temps le à décalage combler. horaire, avec tu as du temps à combler, mais surtout que tu fais bien gros du travail, exemple, dans les semaines qui suivent. Samedi, Ouais. dimanche, tu peaufines tes affaires, tu envoies tes sujets aux analystes. Puis là, finalement, ben, comme c'est arrivé dans les dernières années, ben, la veille, tout le monde est échangé. Là, tu te dis, OK, ben, au lieu de t'arracher les cheveux de la tête, puis ça donne ma tête à moi, mais il faut que faut que tu te revires de bord, puis que tu trouves une façon de spinner tes sujets différemment, puis que OK, ben, tel joueur est échangé, ben, à la place, tu le revires de bord, puis tu te dis, ben, comment cette équipe-là qui s'est améliorée peut encore s'améliorer, ou, fait que c'est de trouver de façon Mhm. c'est de maîtriser tes sujets avant ces journées-là. Puis pour la journée des joueurs autonomes, ce qui est le fun, c'est qu'on sait que ça revient qu'à midi, mais on sait que ça sort des fois à 10h30, 11h, 11h30, fait qu'on sait Ouais. comment que ça s'enligne. Mais ce qui est important surtout pour nous, c'est que c'est notre dernière journée habituellement pour l'équipe de hockey 360. Fait qu'on cumule toute la saison, puis ta dernière journée, comme la plupart des gens avant de Ouais. partir en vacances, c'est le vendredi, puis là, on va prendre mon vendredi après-midi, c'est tranquille, puis là, ta dernière heure, tu dis bye à tout le monde, puis nous autres, c'est le contraire, c'est la dernière journée, C'est vrai. c'est l'une des 2 journées les plus importantes de l'année, Scroll puis comme malade. l'année passée, c'était Bon. la saga Sébastien Nao, là, fait que c'était assez spectaculaire. Ah oui, c'est vrai. On avait notre souper d'équipe après. Je me rappelle, François Gagnon était venu à notre souper d'équipe, mais il a sorti son portable parce qu'il travaillait sur ce dossier-là. Fait qu'on s'est dit, hey, on a de la misère Ouais. on termine l'émission à 5 h le 1er juillet, puis on est en train de souper pour notre souper de fin d'équipe, souper de fin de saison, puis il faut encore travailler parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Ben oui. Puis non, mais c'est des bonnes journées pareilles, mais tu fais ce job-là pour ces journées-là. Exact. Que j'en Ah vois oui. pas un qui se couche à 1, 2 heures du matin, c'est déjà arrivé que je dorme 2 heures ces nuits-là, mais tu es tellement imprégné par l'adrénaline faut que tu te couches, puis là, tu te dis le classique, là, ben là, tu regardes le cadran, puis tu te dis, bon, il est rendu minuit, il est Ah, puis tu rendu y 1 heure, penses rendu en 2 plus, heures. là. Ah oui, c'est sûr que tu y penses. Mais tu fais pas ces Ah oui. journées-là. Si tu arrives au travail à 4 heures du matin, une journée d'un matin de transaction ou d'une journée de matin joueur autonome, puis que tu n'es pas content d'être à ton travail parce qu'il faut que tu rentres à 4 heures pour faire ces C'est pas la bonne journées-là, chose. T'es je pas à la bonne m'excuse, place. mais c'est comme les élections au niveau du journalisme Ouais. général. C'est Ouais. le même combat. Mais combat, facile à dire, là. C'est pas. Non, mais dans notre domaine, c'est la même chose. Max, avant d'être Ben oui, producteur, totalement. ceux qui écoutent souvent Sport 30, qui ont une bonne mémoire, ont remarqué que tu as aussi été reporter. Et là, corrige-moi si je me trompe, mais ton premier reportage, ou en tout cas dans les premiers reportages, ils t'ont donné un petit mandat facile, tu es allé voir Guy Lafleur, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ah, puis c'est une excellente anecdote en plus. C'était un matin du 10 décembre. Puis juste pour te confirmer, ça a été mon premier reportage C'était ton Hey, premier, à ton oui. premier RDS. avec Guy Lafleur, là, c'est hallucinant. Premier reportage avec Guy Lafleur, c'était quand même assez Wow. bien. C'était décembre 2010. Dimanche matin, je rentrais travailler. Je devais faire sûrement des matchs de soccer le dimanche matin qu'on fait comme rédacteur dans la salle des nouvelles. Ah ouais. Puis je reçois un appel à 8h, 8h30 le matin, puis c'est le producteur qui m'appelle. Là, je vois le numéro de téléphone sur mon téléphone. Là, je suis comme, crime, fallait-tu que je rentre plus de bonne heure, puis je le savais pas. Fait que là, je réponds, comme, là, je venais de me lever, je rentrais, je pense, à 11h. Fait que là, comme si je t'ai réveillé depuis longtemps. Oui, allô? Ouais, Maxime, on t'enverra un reportage. Fait qu'elle arrive avec une chemise, pantalon, puis ouais, mais vous savez là, que je suis pas sorti en reportage. Puis là, le Il a jamais producteur, il fait, me là. dit, ouais, mais je t'ai pas demandé si tu veux partir en reportage. Je t'ai pas demandé si tu en as déjà fait un. Je vais te demander si tu veux en faire un. Je sais pertinemment que tu n'en as pas fait. C'était qui, Ah, Max, ben, OK, le oui, ben, producteur? c'était Martin Dion. OK. Puis, OK. fait que là, Martin il m'appelle, puis là, il me réveille avec ça. Là, je suis comme, ben, ça me dérange pas. Il dit, ouais, mais c'est parce que là, Pat Friolet, il s'est réveillé ce matin, puis il y avait une gastro. Fait qu'il ne peut pas y aller.
Ouf. Là, je me suis dit, Kim, c'est comme ça des fois que. Puis Martin m'avait déjà expliqué que lui aussi avait eu son breakout un peu avec un remplacement à dernière minute comme ça. Puis c'est quand la porte s'ouvre, faut que tu y ailles. Puis là, je me suis dit, en plus, c'est direct dans mes cordes. C'est du hockey, c'est Guy Lafleur. Puis c'est sûr que je ne l'ai pas vu jouer, mais c'est quand même facile de faire du millage avec ça. Hey, mais là, c'était un dimanche matin, une grosse tempête. Il fallait qu'on prenne la 50. Puis l'autoroute 50 n'était pas encore complétée. Pour les gens qui ne connaissent pas le. Oui, c'était à Tursault, c'est ça, il fallait se rendre en Outaouais. Ouais, c'est ça. Les gens qui ne connaissent pas la route Montréal-Tursault, c'est que tu prends l'autoroute 50, c'est une autoroute à contresens. Là, un matin d'hiver en pleine tempête, c'était loin d'être idéal. Ouais, Puis, fait que là, ben, c'est ça qui arrive. Fait que là, au moins, ça m'a permis, au moins, la distance de faire de faire un peu de recherche sur le sujet, mais dans le fond, c'était le dernier match de Guy Lafleur, puis il voulait que ce soit à Tursault, chez lui, où il a grandi. Oui, c'est vrai. Fait que ça a été fait avec une entrevue avec un grand joueur, oui, mais dans un petit aréna de village, mais ça a été tellement le fun. Puis je sais que je suis pas du genre no cheering on a press box pantoute. Puis je suis pas du genre groupie zéro dans la vie, mais là, à la fin du match avec Guy Lafleur, quand même, il y a des limites. Oui, mais surtout que là, je peux me défendre parce que c'était les autres journalistes de la place qui prenaient des photos avec pour le dernier match. Moi, je me suis dit, je vais me mettre dans le fil, puis c'est pas comme si c'était juste le petit Joe connaissant qui arrive de RDS et qui veut se prendre en photo avec Guy Lafleur. Je me suis dit, s'il y en a une fois dans ma vie que je peux faire ça, puis ce soit surtout une photo de mon premier reportage, là, fait que, non, puis c'était au mois de décembre, j'envoie à mes parents en revenant, puis Vas-y, continue. Ah, ben, je veux dire que la photo que j'ai prise avec Guy Lafleur, je l'ai envoyée à mes parents en revenant en me disant, hey, je viens de passer une journée incroyable. Puis je sais que tout le monde est en congé en dimanche habituellement, mais moi, j'ai fait ça. J'ai fait un reportage avec Guy Lafleur. Puis même à la fin, dans son mot, il pleurait. Puis on était revenu à la station. Puis c'était notre producteur Pierre Politique qui était là dimanche soir. Puis Guy Lafleur, c'était son joueur préféré. Puis il dit, Guy Lafleur, là, il dit, c'était mon joueur préféré. Je l'ai vu pleurer, je pense, 2 ou 3 fois. Il dit, dans ton reportage, il pleure parce qu'il remercie la foule. Il dit, te rends-tu compte du moment unique que tu as vécu? Je m'en rends pas compte parce que je ne les réalise pas encore, mais. Ah non, j'ai eu la chance de le revoir une couple de fois après Guy Lafleur dans des différentes interventions pour des reportages, mais jamais que ça va été aussi émotif d'un côté comme de l'autre, mais sans lui qu'il le sache. Là, mais que, non, ça a été vraiment. Et pour continuer un peu là-dessus, Max, super belle expérience. Juste avant l'entrevue, écoute, Dan puis moi, on jasait, on brainstormait pour l'entrevue, pour aborder cette entrevue-là avec toi. Puis Dan, il a sorti une image que j'ai trouvée vraiment intéressante. T'es comme un peu le Ryan Poehling des reporters. C'est-à-dire que tu as commencé avec 3 buts. Tu as commencé avec un reportage avec Guy Lafleur. Mais tu sais, après ça, là, quand on t'a demandé d'aller courir une course de NASCAR à Saint-Eustache comme 2e topo, là, comment tu gères ce niveau d'émotion-là, tu sais? Ben, moi, après, j'ai plus pris, dans ma vie en général, je suis un gars qui voit le verre à moitié plein. Fait que je me suis dit, si mon reportage avec Guy Lafleur, je l'ai fait en première manche, ben c'est parfait, il me reste encore 8 manches pour finir la game, c'est pas plus grave que ça. Au contraire, je trouve que c'est le fun de toucher un peu à tout, mais à chaque fois, tu fais toujours la comparaison. Ah, ben, c'était le fun, mais c'était pas autant que Guy Lafleur. Ah, c'était le fun, mais pas autant que Guy Lafleur. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, Yann, toi, puis exemple, Benoît Baudouin, Martin Leclerc, on était les 4 un peu qu'on sortait pas mal dans le même dans les mêmes temps en termes on est arrivé tout en même temps à RDS. Puis vous 3, vous sortiez pas mal plus que moi. Fait que quand j'avais une chance de sortir, moi, peu importe le sujet, j'en profitais puis j'essayais de le rendre le mieux que je pouvais. Je me rappelle d'une converse de cycliste que j'ai faite avec Michel Laprise, je pense, à un bulletin de Sport 30. Puis je me suis dit, OK, là, je sors carrément de mes pantoufles, parler de cycliste. Puis, non, c'était super le fun, mais c'est sûr qu'en comparaison, il n'y a jamais rien qui est juste pour le contexte qui va égaler le reportage avec Guy Lafleur. Tu sais, Max, nul doute que tu es heureux dans tes fonctions à Hockey 360, puis tu viens de dire que c'est le fun d'aborder, de toucher un peu à tout. En ce sens-là, est-ce que tu t'ennuies de tes fonctions de producteur à Sport 30 ou est-ce que tu t'ennuies des couvertures ou est-ce que tu pouvais toucher à plusieurs sports dans une même semaine ou dans un même mois? Un peu, oui. Parce que je suis un amateur de sport en général aussi. C'est sûr qu'il y a des. J'essaie de me tenir au courant avec C'est sûr qu'en faisant la meilleure façon, c'est un conseil pour tous les jeunes, la meilleure façon d'apprendre tes sports, c'est de t'inscrire dans tes poules. Fait que pool de football, pool de base, pool de hockey. Fait que c'est facile de suivre l'actualité un peu avec ça. Pool de basket même. Je me rappelle à RDS quand on a décidé de partir un pool de basket, les gens étaient un peu un peu inquiets par rapport au succès que ça pouvait avoir. Puis finalement, après 2-3 ans, les gens à l'interne ont tout embarqué là-dedans. Puis il y a eu de l'intérêt qui s'est embarqué. Puis
évidemment, avec les Raptors dans les dernières années, disons que pas besoin de... Non, 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 exactement. Je m'ennuie, je dirais plus de l'aspect terrain. Avec mes fonctions, ce qui est le fun, c'est que je peux aller au Centre Bell voir les matchs du Canadien avec ma passe média. Fait que c'est pas nécessairement aller dans le vestiaire, aller voir les joueurs, mais c'est surtout l'aspect terrain qui me manque. L'aspect autre sport, je dirais que je suis surtout un fan de hockey avant d'être un fan de sport. Si je suis appelé à couvrir, à retourner, mettons, pour Sport 30 ou d'aller dans un mandat plus général, ça ne me dérangerait pas du tout. Parce qu'on dirait qu'après 6 ans, mon cerveau pense vraiment plus hockey que sport général. C'est dur à dire. Je pensais pas venir là un moment donné, mais c'est sûr que nos vacances qui sont durant l'été, ça fait en sorte que tu décroches du baseball. Ouais. Ça devient un peu saturé, je dirais. Là, fait que c'est plus difficile. Mon intérêt est toujours là à 100%, mais je dirais pas non pour revenir à parler de différents sports, peu importe. Puis je suis sûr que j'aurais aucune difficulté à embarquer sur le vélo. Mais pour l'instant, c'est vraiment plus le fun de se concentrer sur le hockey puis d'être quasiment perfectionné. 110%. Ben, c'est ça, mais ça peut être autant pour le hockey de la Ligue nationale que le Canadien, que le hockey junior. Je suis un grand fan de hockey junior aussi, fait que j'embarque ça là-dedans aussi, puis c'est correct aussi parce qu'après ça, les gens ont des questions pour toi par rapport au hockey, puis là, je me sens un peu niaiseux si jamais j'ai pas leur réponse. Mais au moins, en me concentrant à 110% hockey, ben, ça fait en sorte que j'ai pas mal de réponses aux questions que les gens, dans la mesure du possible. On vient de découvrir Max Morin à travers son métier, sa passion pour RDS, pour Hockey 360. J'aimerais qu'on découvre Max Morin, l'homme, le citoyen. Parce que Max, toi puis moi, écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a voyagé ensemble, on a dormi dans des chambres d'hôtel ensemble, on a pris des bières ensemble. Max, quand la vie normale va recommencer, tu sais, tu es un gars qui adore voyager, puis on a voyagé, toi puis moi, ensemble. Puis tu combines souvent ta passion du voyage avec le sport. Y a-t-il un voyage qui t'a marqué plus qu'un autre? Je sais que tu es allé même en Allemagne, je pense, découvrir des arénas grâce à tes collègues à RDS. Y a-t-il un voyage qui t'a marqué plus qu'un autre? Oui, bien, juste pour compléter ta parenthèse sur le hockey en Allemagne, c'est que c'était durant l'été 2016. Puis Bruno Gervais commençait à faire des collaborations avec RDS un peu. Puis lui, il jouait pour les Ours polaires de Berlin. Fait que là, je prends contact avec lui, puis il me donne le nom d'un contact des communications des Ours polaires de Berlin. Là, je vous mets dans le contexte, on est mi-juillet, là, c'est pas le temps pantoute de parler de hockey. Puis là, finalement, hey, le gars nous répond, là, lui, il était vraiment fou de comprendre qu'il y a des Nord-Américains qui étaient en Allemagne puis qui voulaient pas aller se promener. Ben oui, on a fait les attractions de Berlin, c'est sûr, mais passer un après-midi au Mercedes-Benz Arena, qui était un aréna révolutionnaire en Allemagne, puis qu'on a visité les vestiaires. Le gars, on est arrivé là, puis on était VIP. Là. On a même visité le propriétaire de l'équipe. C'est le même propriétaire que les Kings de Los Angeles, puis il y avait un cigar room. Fait qu'on a eu la chance d'aller dans le cigar room du propriétaire de l'aréna, qu'habituellement, il n'y a pas un chat qui va là. Fait que, non, venez vous asseoir, ces chaises de cuir. Bon, on a juste resté là, on n'a pas rien. Il n'y a pas eu de cigares et boissons qui se sont vus là-dedans, inquiétez-vous pas, là. Mais c'était juste le fun pour ça. Ouais. Sinon, ben, c'est sûr que les road trips qu'on a fait, Yann, ensemble, les road trips, là, c'est surtout spectaculaire. Je me rappelle, c'est-tu la première ou deuxième fois qu'on est allé à Indianapolis? Yann, tu me corrigeras, mais j'avais ma Corolla 99, puis on a fait Montréal, Indianapolis, one shot. C'était assez spectaculaire. C'est-tu pour aller voir le retour de Peyton? C'était-tu pour voir le retour de Peyton Manning, ça, ou c'était... Le retour de Peyton, ce que j'aime à Indianapolis. Puis en plus, Peyton était invaincu. Là. Les Broncos, c'était 6-0 contre le jeune Andrew Luck en plus. Fait que non, ça a été un match mémorable. C'était vraiment très, très cool comme road trip, ça. Ça n'a pas été le road trip, le meilleur road trip de mon portefeuille, je vais te dire. Là. On ne dira pas comment ça nous a coûté, Yann, là, mais on n'est pas revenu plus riche de là. Non, mais ce que j'aime, par exemple, c'est de vivre ces road trips-là avec les gars. Puis on avait été voir aussi, exemple, le campus de Notre-Dame avec les Fighting Irish. On avait été voir un match. Mais moi, ça a donné que 3 ans après, à chaque année, je fais un voyage de cousins. On est 3 cousins, 2 cousines, puis on part on est allé à Chicago cette année-là. C'est que vous avez mis sur pied, ça. Oui. On fait des voyages. Puis là, justement, on s'en va à Charlevoix dans 2 semaines. On espère que
les conditions de santé et sécurité vont nous permettre de poursuivre. On était supposé d'aller aux États-Unis cette année, mais évidemment, ça n'a pas pu se produire. Ouais. Mais parmi nos must de voyage, on fait toujours une activité sportive. Fait que cette année-là, à Chicago, on avait arrêté voir on était voir les White Sox, on a visité le Wrigley Field, on est allé visiter le campus de Notre-Dame. Puis moi, j'arrive là à Notre-Dame comme si j'étais un vétéran, que je connaissais la place. Ouais, ça ici, c'est Touchdown Jesus, ça, c'est telle place, telle chose. J'arrive comme si je fais mon connaisseur, alors que là, 2-3 ans avant, c'était juste moi qui étais la recrue là-dedans. Mais ce qui est le fun là-dedans, par exemple, c'est vraiment pour venir à mon road trip de cousins, on est allé voir la Nouvelle-Orléans. Puis les Saints n'étaient pas en Nouvelle-Orléans cette semaine-là. Puis évidemment, il fallait que ça tombe un dimanche, que les Saints étaient là, puis ça n'a pas donné. Mais on est allé voir les Pelicans de Nouvelle-Orléans. Pas les Pelicans, les Pelicans de la NBA. J'ai oublié le nom, mais c'est du baseball A ou 2A. Puis là, on arrive, c'était dans un stade vraiment. Je connais mon baseball, mais je ne peux pas t'aider là-dessus. J'ai les Zéphyrs en tête, mais je ne suis pas certain. Il faudrait que notre collègue Nicolas Dupont puisse me confirmer ça, parce qu'il m'avait texté, il m'avait dit « Hey, si tu vois telle équipe, ramène-moi un souvenir. J'aime ça, les équipes un peu mystérieuses. » Puis là, on arrive au stade, il n'y a pas un chat dans le parking. On est comme crime, c'est-tu vraiment aujourd'hui que ça a eu le match? Là, on arrive à la boutique, là, on dit à madame, oui, est-ce qu'il vous reste des billets pour ce soir? Là, à part à rire. Là, on est comme, il y a bien un match ce soir. Elle dit, oui. Elle dit, quelle place vous voulez? Je dis, mettons, en arrière du premier but ou du troisième, là, peut-être, on aimerait ça au moins en profiter, que c'est notre seul match de baseball qu'on va aller voir. Fait que, si possible, proche de l'action. Elle dit, j'ai des billets première rangée, puis c'est 10 piastres chaque. Ah, vous en prendre 5. Madame, regarde, c'est pas. Go for it. Mais c'est juste le trip du voir du baseball A, 2A, 3A. L'année passée, on est allé dans le coin c'est ça, on était dans le coin du Maine. On est allé voir les Sea Dogs du Maine. Mais l'ambiance familiale est vraiment le fun aussi. Fait que ça fait partie des road trips. Celui de Peyton est assez mémorable parce qu'on avait un objectif ultime, puis il y avait comme un gros build-up qui se faisait avec ça. Mais à chaque fois, j'ai la chance d'aller voir du sport, que ce soit du sport majeur ou Ligue mineure, c'est toujours le fun parce que quand tu es fan de sport, tu vas avoir du plaisir, peu importe la situation. Max, tu es un fier produit de Val-d'Or. Les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux le savent bien maintenant, Montréalais. Oh oui. Qu'est-ce qui te manque le plus de Val-d'Or? Puis qu'est-ce que tu apprécies retrouver le plus lorsque tu vas là, j'imagine, le plus souvent dans la saison estivale? Oui, quand j'y retourne, c'est vraiment la tranquillité, le naturel, puis je dis pas qu'à Montréal, c'est stressant avec Montréal, mais vous connaissez ce qu'on veut dire quand on parle du stress de Montréal. Tandis que quand tu retournes à Val-d'Or, puis je reste pas en campagne de Val-d'Or, là, je reste en ville à Val-d'or, mais c'est vraiment l'aspect tranquillité, l'aspect nature. À chaque fois que j'y retourne, c'est au moins aller à la pêche. Si j'ai la chance d'y aller à l'automne, c'est avec la chasse avec mon père. J'aime vraiment faire une grosse séparation entre ce que je fais en ville ici puis ce que je peux faire en Abitibi. Mais en Abitibi, c'est surtout la famille que je vais voir. Là. C'est surtout ça qui me fait du bien aussi. J'ai la chance d'avoir 2 grandes familles, autant du côté de ma mère que du côté de mon père. Fait que, faire des activités avec ces gens-là, retrouver avec la nature, reconnecter avec la nature, revoir des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vus, puis que c'est pas à Porte l'Abitibi, puis c'est plus souvent enclin moi qui va y aller que les gens qui sont là, qui vont venir ici nécessairement. Fait que des fois, si on est une longue période sans se voir, mais c'est des longues amitiés qui font en sorte que quand on se revoit, même si ça fait 6, 7, 8, 10, 12 mois qu'on ne s'est pas vu, ça va faire en sorte que c'est comme si on s'était vu hier. Fait que ça, ce côté-là, ça m'aide beaucoup à ventiler, je dirais, à faire la part des choses, puis que quand je retourne en Abitibi, oui, c'est loin, mais au moins, je sais que quand j'arrive là-bas, j'en profite. Puis Dieu merci, le télétravail fait en sorte que je peux même en faire une partie de mon travail à partir de l'Abitibi, comme j'ai fait là 2-3 semaines. J'allais faire un tournoi de golf avec mon père au Témiscamingue, puis c'est d'ailleurs un article que je vais écrire sur Balcourbe éventuellement, pour parler un peu du plaisir puis de la simplicité de renouer un peu avec mon père la passion. Puis on dirait qu'avec le temps de COVID, ces moments-là sont encore plus précieux quand on les vit ensemble. Plus précieux. Puis imaginez-vous que j'ai fait le hockey 360. C'était l'avant-match, parce que tout se fait à partir du télétravail comme producteur. Le réalisateur et l'animateur sont en studio à RDS, mais le producteur et les rédacteurs sont chez eux. Puis j'ai fait l'avant-match numéro 2 Canadien Flyers, le premier match de Kirk Muller. J'étais dans la chambre 133 du Motel Louise à Ville-Marie.
On salue Louise, d'ailleurs. Dans la catégorie des choses que je pensais pas faire dans ma vie, là, faire la production, la mise en onde d'un show à partir d'une chambre d'hôtel dans la Ville-Marie, puis ça s'est super bien fait, c'est pas ça a été correct, mais c'était juste un peu ironique quand j'y repensais. Après ça, quand l'émission a fini à 7 heures, j'ai comme fait wow! Même si c'était l'après-match, c'est vrai, le Canadien joue en après-midi, fait que c'était l'après-match en plus. Fait que non, c'était vraiment. Ça fait que si ça fait en sorte que le télétravail peut me permettre de retourner en Abitibi plus souvent, ben je vais y aller. Je suis pas prêt nécessairement à prendre mon baluchon puis retourner en Abitibi parce que toute ma vie, toute ma vingtaine, j'étais arrivé à Montréal à 18 ans. Mes amis les plus importants sont ici aussi. Mais jamais je vais aller en Abitibi à reculons, c'est sûr et certain. Puis si j'ai la chance d'y aller 4-5 fois par année, puis peut-être encore plus avec le télétravail, ben tant mieux. Là. Fait que, Max, pour nous, les Montréalais, des fois, c'est peut-être un peu difficile de réaliser là, l'importance, l'impact qu'une équipe junior majeure peut avoir sur une ville, sur une région. Puis quand je pense à Val-d'Or, ben moi, c'est sûr que je pense aux Foreurs. Là, je veux pas, c'est une tradition là-bas. À quel point c'est important pour une communauté? C'est quoi l'impact qu'une équipe junior peut avoir sur une région comme l'Abitibi puis une ville comme Val-d'Or, par exemple? Ben, c'est sûr que les Foreurs sont arrivés, ils étaient seuls en Abitibi en 93. Les Huskies sont arrivés en 96 après. Fait qu'au début, les Foreurs, ça a été beaucoup l'équipe de la région. C'est sûr qu'après ça, quand les Huskies sont arrivés, ça a divisé les gens, mais au contraire, à place de dire diviser les gens, je dis que ça a créé la rivalité de la 117. Fait que c'est plus ça qui est intéressant. Pour les Foreurs, ça a été longtemps un emblème assez fort de la région de Val-d'Or parce que d'un, les Foreurs, c'est affecté aux mines aussi. Fait que les gens, il y avait un bon sentiment d'appartenance pour ça. Et surtout qu'ils ont gagné en 98 puis en 2001 les Coupes du Président. Fait que c'est sûr que puis là, je vais prendre mon exemple personnel. En 98, j'avais 9 ans. Quand tu vois des Steve Bégin, Jean-Pierre Dumont, Roberto Luongo gagner des Coupes du Président puis j'ai lu récemment le livre de Steve Bégin, j'ai lu en masse sur les gens qui ont parlé de Val-d'Or. On a parlé récemment avec Jean-Luc Grandpierre pour le Black Lives Matter Hockey 360. Puis en 2 segments, j'ai parlé que je venais de Val-d'Or, puis dire qu'il avait apprécié son temps à Val-d'Or. Parce que les gens là-bas, quand ils vont à Val-d'Or, c'est tout ou pas tout. C'est pas, mettons, à Shawinigan ou à Drummondville que même si tu restes à Montréal, tu vas à Drummondville, tu reviens la fin de semaine, puis non, tu t'en vas là-bas, tu prends ton stock, puis tu reviens pas. Fait que le fait que les joueurs là-bas s'imprègnent beaucoup dans la communauté, ils participent beaucoup aussi avec, que ce soit des activités avec les jeunes, avec le hockey mineur. Fait que quand tu es jeune, comme la plupart quasiment une personne sur 2 en Abitibi joue au hockey quand ils sont jeunes, bien surtout à Val-d'Or avec les Foreurs, disons que ça l'a aidé à faire participer les jeunes au hockey. Tu as toujours 1 ou 2 fois durant l'année que tu patinais avec les Foreurs, puis tu te rendais pas compte à ce moment-là, les gars avaient 17, 18, 19 ans, puis c'était pas des vedettes, c'était pas. Puis j'ai sûrement patiné avec des joueurs qui sont pas nécessairement devenus des vedettes, mais qui jouent pour les Foreurs à ce moment-là. Mais quand tu as 8-9 ans, tu patines avec ces gars-là qui ont un chandail des Foreurs, qui ont un nom dans le dos, puis que, juste pour vous dire, à Val-d'Or, comment que ça fonctionne, c'est que la chambre des Foreurs est d'un côté, puis les vestiaires des autres équipes sont toutes de l'autre côté. Et quand tu arrivais de cette porte-là, ça veut dire que tu arrivais de la porte du vestiaire des Foreurs. Tu visitais le vestiaire des Foreurs. Hey, ça, c'était impressionnant. Là. Fait que c'est sûr que pour nous autres, qu'on n'avait pas la chance non plus d'aller voir le Canadien. Quand tu allais voir le Canadien, là, c'était. On parlait de road trip tantôt, là, c'était une méchante sortie, puis c'était des semaines de vacances quasiment. Là. C'est sûr que tu peux faire un aller-retour vite fait. Fait que les gens, ils ne peuvent pas s'attacher nécessairement. C'est pour ça que, notamment, qu'ils disent qu'à Montréal, ça ne pogne pas beaucoup le hockey junior parce qu'il y a tellement d'offres il y a tellement d'offres possibles pour le Canadien, la Star et le Rocket. Fait que c'est sûr qu'une équipe junior à Montréal, c'est dur de créer un sentiment d'appartenance. Mais en Abitibi, les Foreurs, c'était une sommité. Là. Même chose à l'école. Les gars, ils ont 16, 17, 18, 19 ans, secondaire 5, puis sont au cégep. Je te dis que c'est des vedettes. Puis là, je parle pour Val-d'Or, mais c'est la même chose pour Rimouski, Bécomo, Rouyn-Noranda. Si vous interviewez Gaston Terrien, demandez-lui comment c'était de gérer Pierre Dagelet, Mike Ribeiro avec les Huskies à Rouen. Je te dis que c'est un beau défi. C'est assez spectaculaire. Oui, bien c'est ça, mais c'est parce que les gars, ils arrivent là, c'est des vedettes instantanées. Fait que c'est dur pour eux autres de gérer ça. C'est des dieux. Tu viens à peine d'avoir ton permis de conduire puis tu es rendu un dieu. Fait que, tu sais, c'est dur. Mais pour venir à ta question, c'est sûr que les Foreurs, le fait qu'ils gagnent 2 Coupes du Président de façon rapprochée de même, ça a mis l'équipe sur la map, c'est sûr. Puis là, je trouve ça plate parce que présentement, il y a beaucoup de difficultés financières. Il y a eu la poursuite des joueurs aussi récemment qui font en sorte que c'est quasiment
$250 000 que les équipes doivent dépenser, puis $250 000 pour une équipe comme les Foreurs, là, sans rien enlever aux équipes riches comme, mettons, les Remparts et les Moussets, là, parce $250 000, ça c'est pas prévu dans le budget. Là, fait que j'ai toujours un peu je sais pas de quelle façon que je pourrais essayer de rendre aux Foreurs là, une façon de faire ma part puis de montrer mon soutien. C'est sûr que, comme vous avez dit, là, je suis assez fan des Foreurs puis de l'Abitibi en général, que je le démontre. Puis ça me fait plaisir d'en reparler à chaque fois. Mais en même temps, j'aimerais ça faire de quoi de concret. Je sais pas, là, acheter un billet de saison pour des étudiants, de faire quelque chose. J'ai de quoi qui me trotte en tête, là, surtout depuis 1 an, 2 ans, là, quand on voit que les équipes juniors sont en difficulté un peu. Puis que souvent, c'est quand ils partent, c'est là que tu te rends compte que n'importe quelle équipe qui part, là, tu fais Ah, ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû faire de quoi de concret quand ils étaient là. Ben, c'est justement, j'aime mieux me dire que je pourrais faire de quoi de concret présentement pendant qu'ils sont là. Puis au pire, j'aurais le sentiment de me dire, ben, j'aurais fait de quoi avant leur départ. Mais ceci étant dit, là, je n'annonce pas la fin des Foreurs pantoute, je leur souhaite longue vie tout, mais je dis juste que c'est pas évident pour 2 équipes juniors dans un petit marché comme l'Abitibi d'évoluer. Puis je souhaite que les petits marchés comme Val-d'Or, comme Bathurst, comme Rouen, comme Bécomo, ça reste là parce que c'est l'esprit, c'est l'essence du hockey junior, ça aussi. Là, ça fait partie des expériences là, de l'autobus. Tu t'en vas en Abitibi faire deux matchs en 2 soirs, un 3 en 3, là, c'est assez, ça fait partie de la game, ça aussi. Fait que, non, ça c'est sûr. Max, quand on parle ou quand on tripe sur le hockey junior, puis que ce soit les Foreurs ou que ce soit les Huskies d'Océanique, il y a tout le temps des noms qui nous reviennent en tête. Il y a les noms de grandes vedettes de la Ligue nationale. Là, dans le cas des Foreurs, par exemple, il y a Roberto Luongo et Christopher Letang. Mais ce qui est le fun aussi, c'est de se rappeler des noms qui ont dominé dans le junior puis qui n'ont pas nécessairement fait une carrière dans la Ligue nationale. Souvent, ils vont avoir fait une carrière professionnelle. Moi, je pense, exemple... Je sais ce que tu t'en vas avec ça, Dan. Mais c'est quoi? C'est qui tes joueurs à toi qui vraiment t'ont marqué? Puis les joueurs que quand tu penses aux Foreurs avec le chandail, c'est quel nom qui te revient en premier, qui ont marqué ta jeunesse? Ben, moi, mon idole depuis toujours, c'est Roberto Luongo. Fait que c'est sûr que moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Roberto Luongo. J'étais un grand défenseur de Luongo au début à ces années avec les Highlanders, puis que le monde disait il joue pour les Highlanders, une équipe qui va nulle part en plus, qui lui était repêché en 97, puis en 2000 ils ont repêché Di Pietro, fait qu'ils ont dit tu vois, regarde, ils savent très bien qu'il fait pas la job, puis fait que tout ce temps-là, puis je trouve ça plate parce qu'il n'a pas pu finir sa carrière avec une Coupe Stanley. La plus proche qu'il a été, c'était en 2011 avec les Canucks. Ouais. Fait que pour ça, ben, c'est sûr que c'est plate. Puis je pense qu'il va faire malheureusement partie des grands joueurs qui n'auront pas gagné la Coupe. Quand on parle tout le temps de Marcel Dion, on parle de ces gars-là. Ben, au niveau des gardiens de but, je pense que Roberto Luongo va venir en tête de liste pour ça. Sinon, les grands noms, moi, que j'ai grandi, ben, c'est ce que j'ai dit tantôt un peu. Là. Dumont, Steve Bégin. Patrice Bernier. C'est sûr que cette année-là, c'est plus 98. J'étais un petit peu plus jeune. Et moi, c'est plus les figures marquantes que je me rappelle de ces années-là. Après ça, tu as eu 2001. 2001, je me rappelle encore plus. C'était Stéphane Veilleux, Brandon Reed, Simon Gamache. À la défense, tu avais Chris Linus, qui arrivait du Rocket de l'île du Prince-Édouard. Il y avait une saison de 100 points. Ça sortait de nulle part. Il y avait il y a Maxime Daigneault, qui était le gardien de 16 ans à ce moment-là, qui avait surpassé le vétéran Simon Lajeunesse. Anecdote aussi par rapport au Foreurs, justement. Parlant de Simon Lajeunesse, qui était mon voisin, il était en pension chez ma voisine. Fait que ma mère s'était arrangée avec ma voisine pour la journée de ma fête, puis qui était venu faire un petit tour. Je pense que j'avais 11-12 ans. Là, fait qu'il était venu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a donné comme cadeau. Là, je ne sais pas si c'était une paire de billets ou bien. Mais c'était juste le fait qu'il se présente et que ce soit pas moi qui aille cogner chez eux, dire hey monsieur, je peux-tu avoir un autographe? C'était vraiment lui qui a fait le chemin inverse. Ça aussi, les familles de pension, là, qui que j'ai eu comme amis qui ont eu des familles de pension? Genre, j'ai en tête Dave Verville, un gardien de but. J'ai eu qui y avait d'autres? À côté de chez nous, il y avait Olivier Latendresse, le frère de Guillaume, qui restait à côté chez la même voisine qui avait Simon Lajeunesse. Elle a eu les Foreurs pendant longtemps. Fait qu'à un moment donné, il y avait eu Olivier Latendresse. Fait qu'Olivier Latendresse, ça, c'est un autre nom qui me vient en tête. Puis plus récemment, c'est sûr que c'est Julien Gauthier, Anthony Manta. Je vais toujours avoir aussi une pensée pour les frères Henley, Cédric, Samuel, puis David, qui ont été tour à tour capitaines des Foreurs. Ça, Stéphane Leroux m'en a toujours parlé d'IMAX, ça, là. 3 gars qui ont été capitaines de leur équipe junior dans leur propre ville. Il dit, je pense pas qu'on va retrouver ça. 3 frères qui ont grandi, qui ont passé avec les Foreurs. Fait que ça a été un petit vent de renouveau aussi pour la
les Foreurs et les Huskies misent beaucoup là-dessus sur le volet régional. De la provenance des joueurs, parce que des fois, même si l'équipe va nulle part, au moins, si tu vas des fois chercher un petit joueur local qui fait en sorte que identifier, puis là, mon oncle, ma tante, une commandite arrive ici et là aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on parle des petits marchés, là, les commandites, c'est sûr que si tu es le propriétaire d'une compagnie X puis ton petit-fils joue pour les Foreurs, ça se peut que peut-être tu vas être tenté d'aller faire une petite commandite ou d'acheter une loge, de faire quelque chose. Fait que c'est quelque chose qui est important pour les deux équipes puis qui est redevable pour les deux bords, parce que aussi les jeunes qui grandissent dans ces endroits-là, porter l'uniforme des Foreurs ou des Huskies va représenter pas mal plus que quelqu'un qui a grandi ailleurs au Québec, là. Effectivement. Max, tu le sais, dans l'enclos, on finit toujours avec nos questions en rafale, des questions sur différents sujets qui concernent ta vie, tes passions, tes loisirs. T'es Rich, je te laisse commencer ça. All right, Max, tu es un bon joueur de golf, on le sait. J'ai d'ailleurs vu que tu es allé jouer au golf lundi ou mardi sur Instagram. Ton terrain de rêve de golf, mettons, je te dis, là, tu peux jouer sur un terrain de golf partout dans le monde, tu n'as pas encore joué, lequel tu choisirais? J'hésite entre St. Andrews puis Augusta National. Je pense que j'irai à Augusta juste parce que c'est impossible d'y aller. St. Andrews, je pense que tu peux, sur une liste d'attente, à m'amener après un an et demi, tu peux y aller puis faire la petite pause sur le pont, puis je vais avoir ma photo, puis ça va être bien correct. Je la mettrai à côté de la photo de Guy Lafleur, ça va être parfait, là. Mais ouais, je dirais avec Augusta National, surtout depuis que François-Étienne Corbin est allé. On a reçu, justement. Il dit que c'est impossible à décrire. Fait que, regarde, on va y aller pour Augusta National. Max, tu es un roi du barbecue. Demain soir, là, on se fait notre dernier barbecue. C'est quoi tu cuisines là, comme repas sur le barbecue? Ta spécialité, c'est quoi? Je pense que je vais aller avec la bavette. Bonne bavette marinée, là. Puis, ce qui est le fun avec une bavette, c'est que même si tu ne fais pas assez cuire assez, saignante est encore excellente. Fait que, regarde, solution garantie. C'est toujours bonne. Max, c'est un excellent pêcheur aussi. Ta plus belle prise à vie, c'est quoi? Ma plus belle prise à vie, un doré de 28 pouces quand j'avais 15-16 ans avec mon père sur le lac Goéland à Quévillon. Ouais. C'était assez impressionnant. Puis surtout que j'avais à ce moment-là une petite canne à pêche un peu plus moins rigide que les autres. Fait que quand j'ai sorti ça de l'eau, disons que j'ai fait une coupe de jaloux. Hey Max, t'es chanceux, t'as quand même rencontré Guy Lafleur à ton premier topo, là, mais as-tu un rêve professionnel? Rêve professionnel, tu parles, ou quelle langue tu veux aborder avec ta question? Non, mais simplement, c'est sûr. Tu rêves de rencontrer quelqu'un, tu rêves d'accomplir quelque chose à RDS, tu rêves de couvrir les Jeux olympiques. As-tu un rêve professionnel? C'est sûr que couvrir les Jeux olympiques ou une finale de la Coupe Stanley, ça doit être impressionnant. Assister à un Super Bowl, ça doit être le fun aussi. Tantôt, Dan, tu parlais du golf aussi. J'haïrais pas, je fais partie de ceux qui trippent à regarder du golf à la télévision. C'est quand tu joues et tu comprends le degré de difficulté, je pense que c'est plus facile à comprendre et à apprécier. C'est peut-être pour ça aussi que le golf est un peu mis de côté par la plupart des sportifs. Fait que quelque chose qui est vraiment... J'aimerais ça travailler éventuellement sur des événements précis, pas quelque chose de trop général. Okay. C'est pour ça que Sport 30, tantôt, quand tu parlais que c'était plus général, si on peut faire de quoi, je peux faire de quoi de plus précis et travailler sur, exemple, finale de la Coupe Stanley, travailler sur le Super Bowl, le golf, peu importe, un tournoi majeur. Sinon, quelque chose que je regrette et que j'espère pouvoir raccomplir bientôt, on parlait de Luongo tantôt. J'aurais aimé ça, pouvoir rencontrer Roberto quand ils sont venus au Centre Bell. Puis j'ai raté ma chance dernièrement parce que la dernière visite des Panthers, je me suis dit, bon, je vais reprendre mon petit côté groupie que je sors une fois ou 10 ans. Là, puis je vais aller le voir après la game, puis je vais aller dans le vestiaire des Panthers juste pour le rencontrer, puis lui parler, puis lui témoigner, puis dire que moi, si j'ai tant aimé le hockey junior, si j'ai tant aimé le volet communication, puis qui fait partie de mes idoles en plus, fait que c'est vraiment important. Puis je pense que ça a donné que les Panthers l'ont même pas amené à Montréal cette fois-là parce qu'il y avait des changements de gardiens. Fait que je regrettais un peu ma shot, mais regarde, c'est des choses qui arrivent. Je pense que j'aurai la chance en masse de le rencontrer. Idéalement, si je peux le rencontrer sur le tapis rouge du Hall of Fame, ce serait un excellent moment pour le rencontrer. Le message est envoyé au patron. Tu viens de nous témoigner ton affection pour Roberto Luongo. Max, toi-même, tu es un ancien gardien de but. Ton plus grand fait d'armes avec les jambières, c'est quoi? Je doute qu'il y ait peut-être une coupe Dodge ou une coupe Chrysler au bout de ça.
Oui, oui, oui. Ben, en fait, le métier ingrat d'être gardien de but, c'est de partager le travail avec l'autre. Puis je salue mon ami Alexander Zabatkai, qui était le gardien numéro 1 avec nous cette année-là, mais on a gagné la Coupe Chrysler en 2002 à Montréal. Fait que champion provincial, Pee-Wee 2B. Puis je me plais à le mettre dans ma biographie sur Twitter, d'ailleurs. Sinon, le plus grand fait d'armes comme gardien de but personnel avant, quand j'étais Atome, on a gagné le tournoi Atome Kiwanis à Val-d'Or, qui était un autre tournoi emblématique de la région. Fait que ça, c'était vraiment le fun. J'ai gagné le titre de meilleur gardien de but d'un tournoi à Lassar en Abitibi-Ouest devant ma famille puis mes amis. Fait que ça aussi, c'était vraiment le fun. Mais puis j'ai aussi, je pense, j'ai remplacé notre collègue Marc-André Chaloux aussi au deck hockey une couple de fois. Ça aussi, ça me met toujours en valeur là, quand je le remplace. Incroyable. Hey Max, c'est quoi ton bar préféré pour aller prendre une bière à Montréal? Bar préféré pour prendre une bière? Bonne question. Ça a tellement changé. Mais soit ça a tellement changé ou ça fait tellement longtemps qu'avec les réflexes qu'on n'a pas été prendre une bière pour. Bonne idée. J'aime bien les bières de microbrasserie. Notamment, j'étais allé récemment aux brasseries Aricana. J'aime bien le Brouhaha aussi. Brouhaha, une belle vague, belle diversité de bières aussi. Ouais. Mais c'est sûr que si je suis en Abitibi, par exemple, je vais aller à la microbrasserie Le Prospecteur. Je salue mon ami Philippe Laure et toute sa gang. Fait que si jamais la chance vous avez de voir des produits de la microbrasserie du Prospecteur, je vous encourage à en prendre. Ils sont délicieux, ils sont peut-être un peu moins connus. Bon, mais oui. Toujours bon de faire une petite chronique bière et sport aussi en terminant une émission. Max, pour te détendre après une grosse semaine de travail, tu choisis une game de air hockey ou une game de pool? Je dirais une game de pool. L'air hockey, là, ça m'a trop fait frustrer. Là. Dès qu'il n'y a pas assez d'air, là, parce que la machine était trop cheap, là, au moins la game de pool, tu sais que les boules vont rester les mêmes. Puis, tandis que l'air hockey, là, tu vas sacrer, là, tu pitches ça, là, ça revole 3 pieds à gauche. Non. Définitivement, la game de billard. Ton prochain road trip, ça serait quoi? Prochain road trip, j'aimerais bien Nashville. Nashville, ça a l'air que c'est assez spectaculaire, là. Puis ça se fait bien, c'est une distance limite, je dirais, peut-être pour l'auto. C'est sûr que la côte ouest californienne m'intéresse beaucoup, mais on parle de road trip, partir de Montréal, exemple, puis m'en aller là, Nashville, j'entends beaucoup de bonnes affaires depuis une couple d'années, fait que c'est clairement sur ma liste. Je ne sais pas encore, mais ça va être sur la liste bientôt. Max, j'adore la prochaine question. Je te donne la chance d'assister à une Coupe Stanley sur place du Canadien à Montréal dans un match 7 ou à une victoire des Foreurs de Val-d'Or de la Coupe Memorial à Val-d'Or. Laquelle tu choisis? Pour vrai, je pense que je vais aller avec les Foreurs juste parce que je me verrais pas autrement, puis j'ai encore la défaite en 2001 contre les Rebels de Red Deer en finale, que les arbitres nous ont volé cette finale-là. Allez voir la game, vous allez comprendre. C'est le temps de le dire, là. Perdu 6-5 non, je l'ai trop encore sur le cœur que ça mettra trop un baume là-dessus, puis j'ai tellement de mes amis de l'Abitibi qui étaient des fans des Huskies depuis tant d'années, puis que là, quand les Huskies ont gagné non seulement la Coupe du Président, mais la Coupe Memorial, puis c'est une petite guerre que les deux équipes se livrent aussi sur les médias sociaux en disant hey, vous autres, votre bannière de la Coupe du Président est bien belle, mais pas aussi belle que notre Coupe Memorial. Puis non, je pense que je vais aller pour une Coupe Memorial à Val-d'Or. Je pense pas que ça va arriver parce que c'est pas assez grand, mais peu importe la place, même peu importe l'endroit, là, Coupe Memorial d'un match des Foreurs, là, je pense que j'aimerais mieux y aller là, puis les Canadiens, ben, j'enregistrerai la game, qu'est-ce que tu veux. Hey Max, dernière question. La question d'Alain-Claude, question de baseball. On veut savoir, as-tu l'intention de repasser encore une fois dans le broadcast des Mets pour essayer d'attraper une fausse balle? Je sais pas si, premièrement, c'était vraiment proche. Là. Je sais pas. Moi, je pense que si j'ai la chance, je vais tellement pas voir. Dans le fond, on est allé voir les Mets à New York au c'était-tu Citi Field? Oui, c'était le Citi Field, c'était plus le Stade Shea. Ouais. Puis il y a un circuit qui est arrivé, on était dans les bleachers. C'est comme, bon, c'est correct, gang de boys dans un autre road trip, justement. Puis là, on s'en va dans les estrades. Puis là, tranquille, on regarde la game quand même un peu parce que c'est rare qu'on peut voir du baseball à Montréal depuis le début des expos. Là. Fait que là, on t'en gagne là-bas, ça va super bien. D'un coup, un circuit qui arrive, puis clairement pas trop loin du ce qu'on est. Fait que là, on avait...
Puis je sais pas c'est qui je sais pas si c'est, je pense que c'est nous qui a comme écrit à quelqu'un dans la salle des nouvelles en disant hey, en passant, regardez Hey, c'est checkez plus ça. tel gars parce que je pense que quand la balle elle va arriver dans les mains, si jamais la caméra elle a bien suivi la séquence, on va nous voir là, mettons, telle personne avait tel chandail de telle couleur, telle couleur, telle couleur. Fait que là, Ouais. Puis comme de fait, quand la balle elle arrive dans les estrades, tu vois clairement une gang de Québécois avec leur chandail des Expos à gauche qui sont levés puis qui applaudissent. C'est excellent. Mais ouais, non. Mais je me gênerai jamais pour essayer de pogner une balle de baseball parce que, confession, j'ai jamais assisté à un match des Expos. Oh! Fait qu'il faut qu'ils reviennent juste pour ça. Yes, ouais. Ben, moi, quand ils sont partis, j'avais 15 ans. Fait que je me disais, au contraire, quand je vais avoir 16, 17, 18 ans, on va faire des road trips avec des amis de l'Abitibi. On va venir à Montréal voir des Games Expo. Ben ouais. Malheureusement, le scooter ne se rendrait pas à Montréal. Hey Max, ça a été un énorme plaisir de t'avoir aujourd'hui et de permettre aux gens de connaître un peu plus sur ton travail. C'était vraiment cool. Merci beaucoup, Max. Merci les gars, puis continuez votre bon travail. Je trouve ça vraiment le fun que vous preniez le temps d'aborder le sujet avec des gens qui travaillent autant devant que derrière la caméra. Comme ça, les gens de l'extérieur peuvent vraiment comprendre que c'est vraiment un beau travail d'équipe qu'on fait tout ensemble. Merci, boys. Hey, salut mon Max, merci beaucoup, puis on se revoit bientôt. Ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans l'enclos, une autre édition avec Dan et Yann. Aujourd'hui, on reçoit notre collègue, mais surtout un bon ami à nous, Max Morin. Oui, Maxime Morin, qui est méconnu du grand public de la RDS, sauf qu'il est un des personnages les plus importants de la salle des nouvelles. Un de nos amis qui est devenu producteur à un très jeune âge, qui a des grandes responsabilités à RDS. Donc, sans plus tarder, voici l'entretien qu'on a eu avec notre chum Maxime Morin. Donc, pour suivre Max, c'est avec Hockey 360, premièrement. Il est le producteur de cette émission-là, donc n'hésitez pas à écouter cette émission-là. Mais sinon, Max est également très actif sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter. C'est le spécialiste du jeu de mots douteux. Donc, si vous voulez aller lire ça, n'hésitez pas à aller suivre Max Morin sur Twitter.